Bonsoir à tous, bienvenue sur le Sanctuaire. Ce soir, retour sur le film La Malédiction, l'origine d'Arkasha Stevenson. Alors, je vous cache pas que ce retour est pas forcément facile. J'ai pas passé une bonne séance. J'ai été voir le film hier. C'était le jour de sa sortie. On va sûrement diffuser la vidéo un peu plus tard. Voilà, il y a un petit décalage. J'ai quand même eu l'impression de revivre un petit peu l'exercice dévotion, Believer, dans le sens où j'avais une grosse appréhension avant de me rendre au cinéma, chose tout à fait normale, puisqu'on déterre quand même une franchise qui m'est chère. La Malédiction de 76 m'a énormément marqué, au même titre que L'Exorciste. L'Exorciste Believer, à la sortie, j'étais mi-figue mi-raisin, ce qui veut dire que j'étais tellement crispé avant la séance, en étant persuadé que j'allais voir un étron énorme, que j'ai pas été positif, mais je me suis dit, en gros, ouf, ils ont peut-être limité la casse. En fait, j'ai pas été voir un étron énorme, j'étais voir un étron tout simplement, mais je m'en étais pas aperçu. C'est après coup la digestion du film. La Malédiction, l'origine, j'ai eu cette sensation-là. Je me suis rendu compte que j'avais été voir un mauvais film quelques heures après. Sorti du cinéma, j'étais plutôt sur l'idée de j'ai vu quelques bonnes scènes, mais le reste est incohérent. Il y a des problèmes de cohérence. Parce que là, on est vraiment en prise directe avec le film original de 76. C'est ce qui se passe juste avant, contrairement à l'Exorcist Believer où ça se passait bien après, donc on peut éventuellement prendre des libertés. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc à mon sens, moi, le film a été fait pour des mauvaises raisons, soit l'argent. Je me pose la question encore, pourquoi ils ont cherché à expliquer des événements, des choses qui devaient rester teintées de mystère. Entreprendre un chantier pareil, c'est quand même prendre le risque de trahir le roman original de David Seltzer, excusez-moi, et de désacraliser le film original. C'était un pari très risqué, et je pense que le pari n'est pas gagné. Pendant le Sanctuaire, pour tout vous dire, je suis quand même l'amateur de diablerie cinématographique devant l'Éternel. Donc je me suis missionné pour le Sanctuaire, pour assister à la naissance de l'Antéchrist. Et je vais vous faire un petit retour critique sur ce film. Bon, ça va être assez succinct. Peut-être que je vais spoiler un peu dans la suite de la vidéo. Je vais voir comment ça va se dérouler parce que précédemment, quelques semaines auparavant, un autre film de Non-Exploitation était sorti, donc quasiment sur la même thématique en plus. Alors Non-Exploitation, pour moi, c'est le terme approprié pour parler d'un film qui se déroule dans un cadre religieux où il y a profusion de nonnes. L'insupportable immaculé, donc je parlais bien de ce film-là. Donc c'est un horrible film commis par un réalisateur méritant la castration artistique et j'ai pas honte de dire ça. Pour moi, ce que j'ai vu, ça ne mérite plus de tenir une caméra, d'avoir la confiance des gens accordés pour faire ce film, ce genre de film-là. C'était rempli de clichés, il y avait une fausse piste occulte saupoudrée de relents érotiques. On se rappelle tous de la scène, tous ceux qui l'ont vu, ceux qui ont été assez fous pour aller voir ça au cinéma, j'en fais partie. La scène des nonnes qui se lavent dans le bain collectif, là... non mais c'est terrible. En plus de ça, on s'aperçoit que le cloître où résident les nonnes abrite un laboratoire secret qui ferait même pas lire le tristement célèbre Wesker de Resident Evil, quoi. J'en suis toujours pas remis de ce que j'ai pu voir. Donc suite à ça, je peux pas m'enlever de la tête de penser et d'imaginer que la Malédiction Origine a été victime d'espionnage industriel de la part de l'équipe de tâcherons ayant œuvré sur l'Insupportable Immaculé. C'est clair et net parce qu'il y a quand même des similitudes dans le film. Avec la Malédiction Origine, donc c'est pas question comme dans Immaculé d'inséminer de la nonne avec de l'ADN christique. ADN christique en plus retrouvé sur un clou rouillé. Non, c'est tout l'opposé. Le but de la malédiction, c'est d'incarner l'Antéchrist, soit le fils du diable, dans une enveloppe humaine sur Terre. Donc l'histoire est connue depuis environ 2000 ans. Son scénario, c'est un vieux bouquin tout simplement appelé le livre de l'Apocalypse. Donc avant de parler de l'histoire à proprement dit du film, j'aimerais revenir un petit peu sur son développement parce que là il y a également des choses à dire. Sa réalisatrice, également son casting aussi, on peut parler de ça. Le projet date à la base de 2016. C'est une idée originale de Ben Jacobi d'après les personnages du roman de Seltzer. Donc il y a quand même un roman fidèle au roman de Seltzer. Donc je me demande si je sais pas, j'ai pas eu le script de Ben Jacobi sous les yeux, mais je me demande si le script original était peut-être mieux que ce qu'ils ont fait par la suite, parce qu'après on s'aperçoit qu'il y a 3 scénaristes qui sont passés dessus, alors au fur et à mesure, ou alors en même temps, je pense qu'en même temps ça serait même pire, parce à 6 mains, soit 3 scénaristes, comment voulez-vous faire un film cohérent? C'est un peu compliqué, je pense que chacun a des idées, chacun va imposer ses idées, c'est très dur. Donc ça a duré en développement scénaristique jusqu'en mai 2022. Et là, c'est vraiment pas bon signe. Parce que ça part de 2016, mai 2022, en gestation
de scénario et de trame du film, c'est chaud quoi. Si vous avez des soucis par rapport à ça, vous pouvez nous envoyer également, vous nous envoyer un mail au sanctuaire, on répondra, on peut peut-être bosser sur un projet pour vous, parce que là c'est compliqué quand vous voyez qu'une gestation de 6 ans pour un scénario. Alors je dis pas qu'ils ont bossé 6 ans à plein temps, mais comment voulez-vous être concentré et avoir des idées cohérentes quand vous étalez sur autant de temps votre histoire? Donc je suis même à me demander s'ils avaient lu justement ces gens-là, ces scénaristes-là, s'ils avaient lu le roman original de Selzer. Je me pose la question, je me pose même la question s'ils ont vu le film. Pas sûr du tout parce que le film comporte de nombreuses incohérences avec l'histoire abordée en 76 avec le roman. Il y a un personnage crucial qui est complètement dénaturé. Le film de manière générale similaire à son casting, c'est simple. Le casting est censé représenter des personnages des 70, parfois on y croit, parfois on n'y croit pas du tout. En tout cas, à mon sens, c'est sentir peut-être honorablement, parce qu'elle a certainement eu un cahier des charges considérable et contraignant, devait bien entendu effectuer des passages obligés, des clins d'œil de mauvais goût aux fans, ça c'est clair. Je me pose la question par rapport à ça, mais se rendent-ils compte que tous les clins d'œil qu'ils font à la fanbase tire à côté de la cible, quoi. Je sais pas si la fanbase de la malédiction attend des clins d'œil, des clichés pareils, c'est pas possible. On en est même rendu dans le film à refaire la scène de la pendaison sur une gouttière avec une node. Non mais c'est horrible, c'est un copier-coller de ce qu'on a pu voir dans le film de 76. Et c'est tout là le problème. Pourtant, j'étais assez enthousiaste de voir une jeune réalisatrice aux commandes de ce film. Les femmes, de toute façon, elles ont de manière générale le don de me surprendre dans le genre horrifique avec un côté viscéral très assumé. À coucou Rose Glass, 5 mots, on s'en rappelle toujours, c'était excellent. Mais là, il faut croire que des franchises d'une telle envergure ont le don de castrer le talent et de passer à la moulinette toutes les ambitions artistiques, c'est évident. C'est évident qu'il y a très certainement une vision du réalisateur qui n'est pas respectée, on lui impose des choses, et puis elle a plus les commandes sur son film, elle a juste à tenir la caméra, voilà, c'est vraiment pas forcément un projet pour une jeune réalisatrice. Je m'imagine que avoir quelque chose d'aussi contraignant et d'aussi à risque, j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont choisi, parce que justement c'est une jeune réalisatrice. Moi j'aurais vraiment aimé avoir un réalisateur comme Robert Egger ou Ari Aster alors pleine période sorcière dans un film pareil. Mais je pense pas qu'un Robert Egger ou un Ari Aster se serait compromis sur une franchise pareille. Mais bon, ça c'est vraiment dans l'idéal. Vous mettez un Robert Egger, vous mettez un Ari Aster là-dessus, plein pouvoir. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose de grandiose. Hein. On va revenir un petit peu sur le casting. Il y a Nell Tiger-Free dans le rôle de Margaret. Donc Margaret, c'est la personnage principale. C'est la femme pieuse qui veut devenir nonne. Donc elle s'en tire raisonnablement, à mon sens, dans son interprétation. Mais il y a quand même un petit bémol par rapport à ça, parce que c'est marrant, quand elle est en nonne, elle colle vraiment au rôle. Elle est en nonne, elle est même pas nonne, elle est juste une prétendante à être nonne. Mais par contre, quand on la voit dans la scène où elle est en civil, là, c'est catastrophique. Là, effet femme des années 2020-2024, c'est effroyable. On en parlera peut-être un petit peu plus tard dans la zone spoiler. Je vais faire assez rapide pour présenter un petit peu le film et ce que j'en ai pensé. Alors, il y a quand même une bonne surprise dans ce film-là, malgré tout. On a la scène d'introduction avec un Charles Dance. Donc Charles Dance, c'est Game of Thrones, c'est Alien 3. Il est très crédible en curé, puis en plus de ça, il commence à avoir un âge un petit peu tutélaire, donc ça fait plaisir de le voir. Il a un certain charisme, cet acteur-là. En plus, la scène où il apparaît est affublée d'un petit ressort comique assez surprenant et agréable. Ça prend le spectateur à revers. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais c'est pareil, cette scène, elle nous prend un petit peu à revers. Il y a une légère altération par rapport à la scène auquel elle fait référence, à une scène du film de 67 tout simplement. Donc là, il y a une petite altération par rapport à ça, mais c'est bien amené. Il y a quelque chose de sympa, mais ça c'était juste clin d'œil à mon sens. Fallait en rester là. Un petit clin d'œil dans le film, ça passe, mais après, à un temps donné, il y en a un petit peu trop des clins d'œil. C'est pas possible. Il y a des clins d'œil au film La Malédiction 76, mais il y a également des clins d'œil à Rosemary Baby. Il y a des clins d'œil au film Possession avec Adjani. Il y a des clins d'œil, certains ont vu des clins d'œil à L'Exorciste aussi. C'est un petit peu le cas sur l'ambiance. À un temps donné, ça commence à bien faire. Ça fait un petit peu film hommage à plein de films. Donc la scène en question, justement, où il y a Charles Dance, ça introduit également le personnage interprété par Ralph Nielsen. C'est un acteur qu'on a vu dans l'excellence The Witch de Robert Egger. Il reprend le rôle du père Brennan. Alors là aussi, le père Brennan, dans le film de la malédiction, l'origine, on a un personnage à problème.
Voilà, il y a un développement ça le fait pas du tout. C'est par raccord au film original de 76, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Entre certains personnages effrayants ne collant pas du tout avec l'époque du film sur les années 70, un deuxième problème de taille se présente à nous, c'est les nonnes sexy. Et en cela, le personnage d'Alésia Bonasi, en est l'exemple parfait. Il y a une nonne dedans qui est encore dans les clichés, les stéréotypes qu'on a pu voir dans le film justement Immaculée. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense sincèrement que si jamais une nonne se comportait comme ça, elle se ferait renvoyer tout simplement. Puis les nonnes, excusez-moi, mais peut-être un peu de cliché de ma part aussi, mais les nonnes un peu trop sexy, j'en ai pas vu. Des nonnes, voilà, avec cette attitude-là. Cette exubérance-là, moi, ça a tendance à me casser un petit peu ma suspension d'incrédulité. Hein. C'est vraiment compliqué. Bon, alors le film démystifie l'intégralité des films 76, ça c'est vraiment malheureux. Pourquoi expliquer ce qui doit rester inexplicable, ou plutôt se satisfaire de quelques informations que le Césaire nous communiquait? C'est clair qu'on aurait dû vraiment rester là-dessus. Il y avait de quoi pourtant peut-être faire un film sobre et efficace. Alors je dis pas que je voulais un film par rapport à ça, mais je pense sincèrement que on aurait pu traiter le film différemment. Alors le film de 76 nous laissait à penser que l'Église avait été infiltrée par les adeptes de Satan. C'était une glorieuse idée à mon sens. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de raccord avec ce qui est dit justement dans Saint Jean de l'Apocalypse, où les fumées de Satan infiltreront l'Église de Rome, de l'Église de Saint-Pierre, je crois que c'est dit comme ça, avec des hommes habillés de tenues pourpres. Donc c'est les cardinaux. Et malheureusement en 2024, il n'en est rien. On a affaire à une bande de bigots intégristes crétins, ayant peur de la laïcité naissante, des mouvements anarchistes et de l'affaiblissement de l'Église. D'ailleurs, à cause de ces raisons-là, ils n'ont pas trouvé meilleur moyen que d'essayer de faire venir l'antéchrist sur Terre pour faire peur aux êtres humains, aux humains, et les faire revenir dans les églises. Non mais, j'ai jamais entendu un scénario aussi con dans un film d'horreur théologique. C'est impressionnant. Je pense qu'ils ont pas lu, alors ils ont pas vu ils ont pas lu le roman de Césaire, ils ont pas vu le film de Richard Donner, 76, et ils ont pas lu non plus les écrits religieux, et ils ont pas lu de bouquin là-dessus, parce que la venue de l'Antéchrist, qui dit venue de l'Antéchrist sur Terre, dit la fin du monde. Donc il y a même plus à faire revenir les gens dans les églises. C'est complètement idiot de faire venir l'Antéchrist pour faire peur aux gens, pour les rendre croyants. Il n'y a plus de croyance, il n'y a plus rien, c'est la fin du monde, c'est inscrit. Si jamais ils sont croyants, ils ont lu les écrits de Saint Jean. Donc forcément, par rapport à ça, ils savent très très bien qu'il n'y a plus de terre, c'est la guerre, c'est fini, c'est rasé, tout est rasé. Parce que quand on fait un film d'horreur théologique, il faut respecter à minima certaines choses. Et là, j'ai quand même l'impression qu'ils se torchent les fesses avec des pages bibliques. Hein. Ils tiennent compte de rien. Alors, un des principaux, excusez-moi, je suis un peu dépité parce que j'essaie de tout je ressasse un peu tout en tête. Je vois tout un peu, je vois où je veux en venir par rapport à ce que je vous raconte. Mais le personnage de Brennan n'est plus un ancien adepte de cette église inversée, ayant renié Dieu au profit du diable. Mais c'est un curé mis au rencard qui enquête en parallèle et tente de faire échouer les bigots idiot utile du film. On est loin du père Brennan hanté par son passé et marqué du sceau de la bête 666 du film original, hein, carrément. Le père Brennan à l'époque, en 76, il sent un petit peu les flammes de l'enfer lui chatouiller les fesses, et il souhaite faire repentance en essayant de faire capoter l'arrivée de l'Antéchrist. Mais je sais pas, je me pose la question, ont-ils vraiment compris le personnage du roman? Parce qu'on n'en est pas du tout là. C'est pour ça, je réitère, je me pose des questions s'ils ont lu le matériel original. Je suis vraiment pas sûr de ça. Alors, pas un mot sur les dagues de Guido dans le film. Voilà, on n'en parle pas du tout. Alors, on commence le film avec la présentation de Brennan, justement, qui reçoit le père Harris, interprété par Charles Dance. Ce dernier lui livre un secret sous le sceau de la confession dans un confessionnal, etc. Concernant les plans sombres d'une partie de l'église, donc les plans sombres, vous vous doutez bien, c'est l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre pour faire peur aux hommes. Voilà, je sais pas s'il annonce tout le plan, mais il annonce une partie du plan suffisamment pour faire un petit peu flipper le père Brennan. Donc le père Brennan, on revient là-dessus, il est pas du tout adepte de quoi que ce soit. Le 666, je sais pas, c'est même, quand on voit les origines, c'est même à se demander où ils l'ont trouvé dans le film de 76. Hein. On en mettrait presque en question les fondamentaux du film de 76. Sauf qu'il y a un roman à succès de Selzer, donc ce film-là, Origine, n'a aucune crédibilité. Donc le père Harris lui remet également une photo volée dans un cloître de nonnes, donc on se doute bien que ça va être le cloître de nonnes dans lequel se déroulera toute l'action du film. Il lui remet la photo en question, justement sur la photo doit être présente. Ça, apparemment c'est la femme, le bébé qui va devenir la mère de l'Antéchrist de Damien, voilà, du futur Damien qui va être mis au monde et arriver sur Terre, quoi. Donc le père Harris lui remet la photo en question.
Et juste après ça, justement, le père Harris, bon, le démon n'aime pas qu'on le contredise, qu'on le contrarie dans ses plans. Donc là, on revient un petit peu au modus operandi du film La Malédiction 76, où dès qu'il y en a un qui commence à faire chier entre parenthèses, le diable intervient et le diable punit. Donc là, le père Harris subit une exécution sommaire, on va dire. Mais c'est marrant parce que la scène nous prend un petit peu à revers. Alors ça reprend la scène d'exécution du père Brennan dans le film de 76, avec un espèce de tube métallique qui tombe du toit d'une église, et un vitrail qui casse en même temps. Donc le père Harris comment dire, prend plein de bouts de verre sur la face. Et derrière, il y a le tube en métal qui tombe. Mais on a l'impression que le tube en métal tombe à côté. Donc le père Brennan est témoin de tout ça. Et en fait, le père Harris, je pense que le personnage, on lui pose la question, comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Et c'est quand ce personnage-là, le père Harris, se retourne qu'on s'aperçoit que le crâne a été ouvert en deux par la tige de métal. Donc c'est assez bien foutu comme petite scène. Ça prend un revers. Ça reprend encore là un gros clin d'œil à la scène de 76 avec le père Brennan, mais ça passe bien, j'étais assez content, je me suis dit ok d'accord, on est dans un film de malédiction, c'est un peu après que ça va se corser. Donc après le film introduit le personnage de Margaret, donc Margaret c'est l'actrice principale, c'est le rôle principal pardon. Donc elle est présentée comme une jeune religieuse, prude et tout ça. Elle vient à Rome pour devenir nonne. Donc elle rencontre le cardinal Lorenz. Bon, le cardinal Lorenz qui paraît un petit peu, bon, il paraît gentil, mais peut-être un peu trop gentil. Et il est accompagné de la sœur en chef. Voilà, quand ils arrivent au couvent. Alors le couvent sert d'orphelinat, nursery, parce qu'il y a des femmes justement qui ont eu des relations avant le mariage, et des relations illégitimes, qui mettent des enfants au monde. Donc les enfants sont récupérés, donc ils ne récupèrent que les filles, parce que c'est un orphelinat de filles tenu par les nonnes. Et donc voilà. Donc la Margaret va devenir nonne normalement, techniquement, ici dans ce couvent, dans ce cloître là, quoi. Et elle est entre bonnes mains, puisque le père Lorenz la connaît depuis qu'elle est toute petite, donc il est très content de la retrouver. Oh, t'as grandi, etc. En chef des nonnes, on a également un autre cliché de la non-exploitation, la méchante nonne, donc qui a un faciès de sorcière, on peut dire ce qu'on veut, mais l'actrice aurait plus sa place dans le film The Witch d'Eggert que dans un film de nonne, parce que là, on sait qu'elle va faire de la merde. À son visage, on se dit ça va mal se mettre, ça va mal se passer. Elle est forcément du mauvais côté de la barrière. Donc encore une petite chose un petit peu cousue de fil blanc et remplie de clichés. Je me dis, la nonne a plutôt une tête à tourner dans un film d'Hansel et Gretel. Donc elle se nomme Sylvia, la nonne. Et on nous présente également dans ce couvent, cet orphelinat, une jeune fille dérangée, nommée Carlita. Donc elle est hystérique, on n'arrête pas de dire, la nonne en question n'arrête pas de dire, elle a le mal en elle a le mal en elle. Donc là, on se dit, ça y est, ils vont nous déclencher un contre-feu pour qu'on croie que c'est Carlita qui est la future mère de Damien. Donc elle met une petite léchouille sur le visage de Margaret, justement. Donc Carlita est assez joueuse, assez tactile, on va dire, tactile de la langue. Mais voilà, on n'est pas dupe par rapport au scénario. On se dit que c'est un petit peu trop prémédité. Ils vont laisser planer un petit mystère là-dedans pour nous prendre un petit peu à rebours, quoi. Donc dans l'ombre, justement, Margaret est observée par une autre nonne, encore dans un cliché. Elle a un visage un petit peu démoniaque, un petit peu possédé. Quelque chose qui va pas dans son visage. Donc elle est toujours là un petit peu dans les coursives à observer ce qui se déroule un petit peu. Donc c'est également le personnage un petit peu ambigu. On sait pas si elle est du bon côté, du mauvais côté de la barrière. Donc Margaret, elle est pas encore nonne. Elle est en passe de prononcer ses vœux, et elle est logée encore à l'extérieur du du couvent orphelinat, le temps avant qu'elle fasse ses vœux, et on la met justement en appartement avec une autre jeune femme qui veut prononcer ses vœux. Alors là, il y a un petit problème avec le personnage, je vous en parlais précédemment, c'est le personnage d'Alésia Bonassi. Là, c'est pareil, c'est le cliché, c'est l'apprentie nonne hyper sexy, hyper badass, qui fume des clopes, qui écoute de la musique rock. Donc là, elle est mise sur le passage, sur le chemin de Margaret pour la débaucher, clairement. Hein. Clairement, c'est ça, parce que Margaret est décrite comme une femme qui a jamais connu les barbes, qui a jamais rien connu de sa vie. Et là, on la met dans les pattes de ce personnage en question. Il n'y a pas une once de crédibilité dans le personnage de cette nonne sexy là. C'est super compliqué. Surtout qu'à quelques jours de prononcer leurs vœux, elle propose à Margaret d'aller faire un tour. Elle l'embrigade pour aller faire un tour dans une boîte de nuit. En gros, elle lui explique pour te rendre compte de ce que tu n'auras pas plus tard sur la vie charnelle, de te rendre compte de ce que tu es vraiment avant de devenir nonne, quoi.
Donc c'est bien un petit peu dans la, la déontologie des apprentis nonnes d'essayer d'aller faire un tour en boîte, et puis en plus de ça, elles vont en boîte et se mettre des tournées de shooter sur shooter. Bon, elles s'enivrent un petit peu. Et notre amie Margaret, en plus, est vêtue. Alors c'est l'autre nonne sexy qui lui remet des vêtements. On lui donne une tenue à faire rougir Shakira. C'est un décolleté plus. L'autre nonne se met une perruque blonde sur la tête. Voilà, bon, elle se travestit à moitié. C'est quand même compliqué d'imaginer que c'est des personnages censés représenter des futurs nonnes. Je dis mais là déjà, je me suis dit dans la salle, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous montre là? C'est pas possible. Il y a un souci. Bien entendu, en boîte de nuit, ça a picolé, elles sont un petit peu bourrées. On lui met dans les bras un belâtre du nom de Paolo. Donc Paolo, par la suite, on apprendra que c'est un appât complice. C'est quelqu'un qui est là pour appâter Margaret et essayer éventuellement de l'amener là où il faut pas. Donc après, il y a une ellipse temporelle et on retrouve Margaret allongée sur son lit avec une tête pas possible. Je pense qu'elle a une tête que n'aurait pas renié Dario Argento pour un de ses films comme Suspiria par exemple. Et il y a, alors ça y est, c'est pareil, c'est le fil blanc revient. On nous met une petite araignée qui gambade au niveau du visage de Margaret. Elle a les cheveux un petit peu étalés sur son lit, sur un drap blanc, un peu comme justement comme une toile d'araignée. Donc l'araignée, c'est un peu imagé, c'est très subtil. C'est le mal qui s'immisce dans Margaret. Et je pense que par rapport à ça, ils ont été un petit peu trop petits poussés, quoi. Il y a des petits bouts de pain partout. On sait où on va. Est-ce volontaire ou involontaire de leur part, ou alors peut-être qu'ils mésestiment leur public, qu'ils nous prennent un peu pour des cons et qu'ils imaginent qu'on ne va rien comprendre et que justement on a besoin de ces indices-là pour savoir où on va. Mais on n'a pas besoin de ce genre de détails quand on aime le cinéma de genre depuis plusieurs années comme moi. Ça, c'est trop, ça. C'est trop, ça casse tout, ça casse le suspense, ça casse un potentiel twist à venir. Et c'est même pas un effet de style, c'est vraiment pour expliquer aux gens ce qui se déroule, quoi. C'est con. Bon, après, on assiste à une sorte de repas avec toutes les nonnes et les enfants, les petites filles dans le couvent, dans l'orphelinat. Donc l'accent est quand même mis encore sur Carlita, elle a le diable, etc. Elle a une tête particulière, elle a le mal en elle, patati. Elle est assise à côté de la nonne avec le faciès un peu particulier dont je parlais précédemment. Et il y a une relation de proximité entre elles. La nonne passe sa main dans le dos de Carlita, voilà, elles se connaissent, et puis la nonne paraît, alors, simplette ou est maléfique. Donc Margaret, justement, par rapport à ça, n'est pas dupe. Et elle s'interpose entre la jeune Carlita et puis la nonne en question. La nonne en question se lève et justement, ah ouais, faut que je vous dise quelque chose aussi. Bon, avant que la nonne se lève, on a une scène quand même où on voit une nonne sauter sur un trampoline en tenue avec une cigarette. Non, mais il y avait vraiment des mauvaises idées. En plus de ça, j'ai vu ça, j'ai dit ça y est, on y est. J'avais jamais vu ça. Une nonne en tenue avec sa robe et tout, sa coiffe, la clope au bec qui fait des bonds sur le trampoline. Non, mais c'est pas possible. Donc revenons. Alors la nonne particulière se lève et alors là pareil, gros clin d'œil, cliché, référence à 76. Elle regarde. Alors on sait pas qui c'est qui regarde. Soit elle regarde Margaret, soit elle regarde Carlita, mais elle dit c'est pour toi que je fais ça. Alors quand je vous dis ça, vous allez tout de suite penser, là le regard hypnotisé, hypnotique, et regarder une des deux gonzesses, une des deux protagonistes, pardon, excusez-moi pour gonzesse, ça se dit pas, une des deux protagonistes, et c'est pour toi que je fais ça. Donc comme prévu, la nonne au visage particulier disparaît, et on a le droit à une belle scène de pendaison sur une gouttière, ou un pilon de maison, je sais pas comment, ouais, non c'est pas un pilon de maison, c'est sur une gouttière, et sur une corniche, elle se balance, elle se pend, et il y a une espèce de va-et-vient avec le corps de la nonne qui éclate une fenêtre. Par contre, il y a quand même la touche 2024 qui est assez sympa, ça faut le souligner. Elle n'avait pas oublié quand même de s'enduire de produits inflammables et elle a foutu le feu avant de se balancer. Donc ça, c'est le petit plus. Mais la scène est assez agréable à voir. Voilà, on aime ce genre de scène dans le cinéma de genre horrifique, mais par contre, c'est trop copié-collé à 76. Et la scène, elle arrive comme un cheveu sous la soupe. C'est mal amené, mais mal amené au possible. Il y a un problème d'exécution là-dedans. C'est d'exécution. L'exécution est bonne, mais il y a un problème de placement de scène. C'est bizarre. À contrario, la scène de démarrage avec le père Harris et le père Brennan m'a bien plu, même si ça ressemble beaucoup à une scène du film original, mais là, non, ça passe pas du tout. Donc après, par la suite, on a quand même Margaret qui est dans un rôle d'idiote utile, on va pas dire le contraire, elle est abordée par le père Brennan,
Le père Brennan lui expose sa théorie quelque peu alambiquée sur la mère de l'Antéchrist, ouais, il lui demande d'investiguer dans les archives du couvent pour savoir si la petite Carlita n'est pas éventuellement la future mère de Damien, si elle est pas née le 6e jour à 6e heure du 6e mois. Donc on est un petit peu sur ce qu'on connaît à la malédiction. Mais moi, ce qui me surprend encore là-dedans, je sais pas si je vous l'ai dit précédemment, c'est que la mère de Damien doit être née également le 6e jour du 6e mois à la 6e heure. Mais non, mais c'est complètement con d'avoir foutu ça. C'est zéro, c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Alors, il démystifie et complique les choses, voilà. À mon sens, c'est ça. Démystification et complication des choses. Donc Carlita, si c'est bien elle, la mère du futur Antéchrist, elle doit forcément avoir la marque 666 quelque part sur son corps. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ce fameux marquage, mais on n'en doute pas que on va le voir de façon assez criante par la suite. D'ailleurs, dans le teaser, on l'a vu d'ailleurs. Si vous voyez de quoi je parle. Donc là, Brennan a quand même a demandé à Margaret d'aller fouiller dans les archives du couvent. Donc Margaret y va. Alors là, je vous passe les gros clichés, l'espèce de porte dérobée où elle doit trouver la clé, ouvrir la porte, etc. Elle descend dans les archives, dans une espèce de sous-sol, crypte, archive là. Donc on est pile poil dans ce que je ne veux plus voir dans les films. J'avais plus l'impression d'être dans le film La Nonne. Vous savez, le film La Nonne du très mauvais Conjuring Verse, la série de films d'horreur théologique débiles qui ont complètement ravagé le genre en question et qui ont fait passer les escrocs Warren pour des héros. On s'en rappelle de ça, non mais c'est plus possible. Donc bien entendu, Margaret réussit à trouver les documents, les actes de naissance, comprenant normalement l'acte de naissance de la petite Carlita. Par la suite, Margaret est prise à partie parce que en plus de ça, elle veut embarquer Carlita avec elle, parce que Carlita subit quelques brimades de la part de la mère supérieure. Elle est régulièrement enfermée dans une espèce de pièce noire, la pièce du mal, la chambre du mal, quelque chose comme ça. C'est la chambre du mal. Donc Margaret veut l'amener avec elle, la sauver entre parenthèses. En plus de ça, pour elle, dans sa logique, si jamais le père Brennan a raison et que c'est la mère de l'Antéchrist, elle pourrait être en danger avec des religieux. Techniquement, on pourrait penser à ça, mais pas du tout. Donc, Margaret est prise à partie par ses anciennes collègues, j'ai envie de dire, ou futures collègues nonnes. Elle est isolée dans une pièce, elle ferme la porte et la porte s'ouvre bien entendu. Les nonnes rentrent en furie, elle essaie de les repousser, ça ne marche pas. Elle est molestée et pendant cette scène de molestation, il y a également un jeune prêtre avec les cheveux courts, mais qui n'a rien à branler dans un film des années 70. Il a une coupe qui dénote complètement une physionomie qui dénote complètement avec l'époque d'ailleurs. Pour moi, c'est clairement un curé qui a dû prendre la DeLorean et faire un retour dans le retour dans le futur, un retour dans le passé, on va dire, pour pouvoir se retrouver là, parce que c'est pas possible. Il va pas du tout avec son temps. Donc, on a un joli plan qui a été utilisé dans la bande-annonce de Carlita qui ouvre la bouche et Margaret s'aperçoit que Carlita a le 666 sur le palais. Révélation ultime du film, contre-feu ultime du réalisateur et du scénariste pour nous orienter encore sur une mauvaise personne. Donc Margaret est enfermée dans la chambre du mal, c'est ça, j'ai du diable du mal. Elle s'aperçoit qu'au sol il y a une espèce de dessin fait, ou une espèce de, ouais, c'est un peu l'enfer de Dante représenté au sol. Et parmi ces illustrations-là, ces gravures-là au sol, elle s'aperçoit qu'il y a même l'image de la nonne qui l'a accompagnée avec la perruque sur la tête à la soirée en discothèque. Non mais quand j'ai vu ça, ce film-là n'est pas avare de mauvais goût non plus. Donc, au miracle, Margaret est délivrée par la suite par le prêtre à la tête 2024. Donc la boule à zéro, un petit peu, voilà, c'est compliqué, ils auraient quand même pu faire un effort. Alors, direction le père Brennan. Margaret également a un chauffeur dédié, donc le chauffeur est toujours fidèle à Margaret, ça aussi c'est une incohérence totale, alors que le chauffeur est quelqu'un du couvent de l'orphelinat. Et le jeune prêtre nous indique, je ne sais pas si on l'apprend là ou on l'apprend par la suite, qu'il connaît le père Brennan, etc. Parce que le père Brennan a été excommunié, a été mis de côté, parce que il voulait justement empêcher les pratiques de cette branche de l'église. Donc on s'aperçoit en fait, les protagonistes s'aperçoivent que le père Brennan ne disait peut-être pas que des conneries, parce qu'au début il passe un petit peu pour un illuminé. Alors je crois que c'est à ce moment-là ou un peu peut-être avant la soirée, avant la journée avec les nonnes qui sautent sur le trampoline, ou c'est peut-être à ce moment-là où Margaret en voiture croise Paolo, le bellâtre qui l'a charmé en boîte de nuit et qui lui aurait potentiellement fait des choses auxquelles elle n'avait pas le droit de prétendre.
pour pas dire les choses autrement. Donc elle descend de la voiture, elle va vers Paolo, Paolo s'enfuit, elle lui court après, elle veut le rattraper, et Paolo essaie de lui dire quelque chose, il faut voir la marque au niveau de la tête, il faut voir la marque au niveau de la tête. D'accord. Sauf qu'à ce moment-là, pareil, les plans du diable, faut pas interférer dans ses plans, sinon il t'arrive des soucis. Il se fait emplafonner, donc la scène est quand même bien faite, il se fait emplafonner par une grosse camionnette et écrasé contre un mur, donc il est techniquement sectionné en deux, parce que la camionnette est écrasée contre le mur. Margaret se rend vers lui pour essayer de le réconforter dans ses derniers moments sur Terre. Elle le prend dans ses bras, et là il y a une scène complètement what the fuck, improbable. Elle prend le buste dans ses bras, elle fait quelques pas, comme si elle faisait des pas de danse avec le buste, et sans s'apercevoir qu'il est coupé en deux, toute l'assemblée, la foule dans la rue se met à crier, et elle se met à crier derrière, donc elle a Paolo coupé en deux. Mais le truc intéressant, c'est que Paolo lui a dit il faut voir la marque sur le crâne, dans la tête. Mais qui peut avoir une marque sur la tête? On se demande. Bon, bien entendu, le jeune prêtre, avant de libérer Margaret, a subtilisé les actes de naissance, il les a récupérés, et puis il les a amenés chez Brennan. Donc il y a une exploration des actes de naissance et point de Carlita. Du moins, oui, il n'y a pas de Carlita dans les actes de naissance. Donc on a le droit à une ribambelle d'actes de naissance avec des photos de bébés morts, bébés ratés, on va dire, avec le marquage 666. Donc par contre, les photos sont assez dégueulasses. C'est marrant parce que je reviens sur Immaculée. Dans Immaculée, on avait des bébés ratés du Christ dans des bocaux, et là on a les bébés ratés du diable en photo. C'est marrant, ces similitudes. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que tous les bébés sont nés le 6e jour du 6e mois à la 6e heure. Voilà. Donc c'est improbable. Donc on s'aperçoit qu'il y a eu moult tentatives pour essayer d'obtenir l'antéchrist par cette branche complètement débile de l'Église, quoi. Par contre, il y a un acte de naissance où il n'y a pas la photo. Il y a juste la date de naissance. Et la photo, qui c'est qui l'a d'après vous, la photo manquante? Eh ben, c'est le père Brennan, puisque le père Brennan s'est fait remettre une photo au début du film par le père Harris. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Et derrière la photo, il y a des traces de colle qui s'imbriquent parfaitement dans les traces de colle sur l'acte de naissance. Et le bébé, sur la photo, a la marque 666 au niveau du crâne. Mais mystère, mais qui peut avoir la marque de la bête sur le crâne? Grattez-vous un petit peu la tête, comme Margaret. Elle se gratte la tête au moment-là. Et oh, flashback sur flashback, de la part de Margaret. Il s'agit bien de notre Margaret qui a un joli 666 sur le crâne. Alors c'est compliqué cette scène, une fois de plus, parce que c'était tellement cousu de fil blanc que c'est même pas une surprise quand on voit comment ça se déroule. On se dit bah oui, forcément. Mais il y a peut-être des gens qui ont été surpris, et grand bien leur face, parce que nous, c'est vrai qu'avec l'expérience avec les films de genre horrifiques, là, on est un peu moins crédule. Mais là, c'est quand même compliqué. Je pense sincèrement, s'il avait été voir le film avec mon fils de 12 ans, il aurait peut-être trouvé aussi la solution bien avant. Alors, il me semble de mémoire que c'est à ce moment-là où Margaret a des flashbacks de la scène de viol qu'elle aurait subi. Donc, dans l'assemblée, justement, il y a tous les membres de l'église qu'elle a rencontrés, du couvent, là. Donc, il y a la mère supérieure, etc. Il y a le gentil Paolo. Donc, Paolo, je sais pas s'il était initié ou juste complice, mais en tout cas, il est dans l'assemblée. Ils ont tous un drap noir au niveau de la tête, et ils assistent à ce qu'a subi Margaret. Donc Margaret a le visage avec un foulard noir, donc elle voit pas ce qui se déroule. Mais il y a quand même une grande scène hommage à Rosemary Baby avec la scène de viol nocturne de Rosemary. Donc là, on voit pareil les mains du diable, on voit les yeux du diable, donc ça fait référence aux yeux qu'on voit dans Rosemary. Donc c'est un film vraiment à cliché hommage, quoi. C'est ça le problème, cliché hommage maladroit. J'en doute pas que Rosemary Baby a dû influencer et a dû impressionner pas mal de gens et pas mal de réalisateurs. Mais des scènes aussi copier-coller, et c'est pas fini parce qu'il y a un autre hommage qui est fait derrière. Un hommage, je sais pas si on peut appeler ça de l'hommage, ou plutôt un manque d'inspiration, de la réappropriation de scène. C'est possible aussi. La complication de la scène aussi, c'est qu'on s'aperçoit que la personne, l'entité qui viole Margaret ressemble à un animal, donc un chacal, qu'on le voit de façon assez subtile, assez rapide. Donc là, ça casse également le film 76, où on disait dans le film 76 que la mère de Damien était un chacal. Donc là, c'est plus la mère de Damien qui est un chacal, c'est le père de Damien, donc le diable incarné dans un chacal. Bon, si le diable s'incarnait sur Terre, choisirait-il de ressembler à un chacal? C'est la question que je me pose. C'est compliqué.
Bon, après cette scène de flashback, c'est là que le film prend un tournant complètement délirant. Margaret nous fait une grossesse accélérée, donc elle a des contractions et tout chez le père Brennan, donc elle n'est pas bien. Il faut la charger dans une bagnole, donc il la mettre dans une voiture avec le chauffeur, bien entendu, le prêtre 2024 et puis père Brennan. Donc c'est direction l'hôpital, donc c'est pas clairement dit, mais on imagine qu'ils vont direction l'hôpital. Ils sont pris en chasse par une autre voiture, on voit les feux à l'arrière. Donc ok, pas de problème. Les feux disparaissent et en fait ils arrivent sur la droite du véhicule et ils percutent le véhicule plein pot. Donc les habitants du véhicule sont complètement secoués. Donc c'est quand même un peu compliqué à imaginer puisque Margaret est enceinte. Elle est potentiellement enceinte de l'Antéchrist puisqu'on n'a pas encore la confirmation. Et ils prennent tous les risques. Ils auraient même pu tuer peut-être Margaret et l'enfant dans la voiture par la même occasion, mais non, ça pose aucun problème. Donc là, on a Margaret qui descend de la voiture, tout le monde, le reste des occupants est complètement groggy, et Margaret là nous livre une jolie réinterprétation pardon, d'Isabelle Adjani dans le Possession de Zoulansky. Donc elle a le même code vestimentaire en plus, et elle est possédée. En plus, l'accident a eu face à une église, donc elle sort de la voiture, donc je pense qu'elle nous fait une réaction à l'église qu'elle voit face à elle, ce qu'elle porte l'Antéchrist. Donc là, c'est quand même assez compliqué à imaginer. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est du mauvais goût, c'est également amené comme un cheveu sous la soupe, c'est dur à voir. Mais par contre, ceci dit, le rôle de possédée est très bien joué par l'actrice. Margaret, quand elle est possédée, elle est crédible, du moins plus crédible qu'Isabelle Adjani dans le Zoulansky, parce que j'ai jamais trouvé très bonne dans Possession. Alors le plus dérangeant, c'est que Margaret nous fait une grossesse éclair. En quelques secondes, elle passe d'1 mois de grossesse à 9 mois de grossesse. Elle a un ventre énorme. Alors je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. C'est une très mauvaise idée, clairement. Mais l'enfer est pavé de bonne volonté, donc on va pardonner aux scénaristes avec un X à la réalisatrice d'avoir commis cette chose-là. Mais franchement, c'était d'un mauvais goût et c'est amené mais n'importe comment. Donc Margaret est amenée elle est prise par des ravisseurs. On aura une autre ellipse temporelle et Margaret est amenée dans une espèce de crypte à ambiance chirurgicale parce qu'il y a du matos pour la faire accoucher avec une césarienne. Et il y a une assemblée également. Donc par contre, il y a une certaine ambiance assez agréable dans cette scène. Il y a une ambiance. Alors, je reviens sur le film The Witch de Egger parce que je pense qu'il y a peut-être des influences aussi. Donc il y a l'assemblée vêtue de noir. Donc alors c'est tous les religieux du couvent, j'allais dire du coven, tu vois, lapsus révélateur, couvent orphelinat, qui sont réunis avec des espèces de draps noirs sur la tête. Il y a une musique un peu à la The Witch, pour ceux qui s'en rappellent la musique de fin du film The Witch d'Egger. Donc on a cette ambiance-là. Il y a également encore des petits flashbacks, il me semble, à ce moment-là, avec une ambiance un peu à la Rosemary Baby. Ça manque clairement de créativité, c'est du copyright partout, c'est terrible. C'est terrible parce que il y avait matière à faire autre chose. Là, c'est un film cahier des charges, un film clin d'œil, un film pour la fanbase, si jamais fanbase il y a, et si jamais la fanbase est conne par rapport au genre de film, et je n'y crois pas. Les vrais succès du film d'horreur de ces dernières années, c'est des films bien plus fouillés, j'ai envie de dire, surtout que ça dépend à qui on veut parler. Moi, je pense que chaque film d'horreur a son public. Il y a des films d'horreur pour les plus jeunes. Par contre, là, La Malédiction, on essaie peut-être éventuellement de taper sur les gens plus âgés qui ont connu le film, le premier film. Alors, pas forcément en 76, mais qui l'ont découvert en vidéoclub. Et là, il y a quand même un gros potentiel gâché. Donc, Margaret, elle est attachée, elle est sanglée. De toute façon, ce film-là, ils aiment bien sangler les femmes et leur faire subir des sévices parce que je suis pas revenu vraiment dans tous les détails. C'est une récap assez rapide, mais il y a également des scènes d'accouchement un peu compliquées dans le couvent, et Margaret donc attachée, les instruments chirurgicaux sont là, sont prêts pour la césarienne, et on s'aperçoit que face à elle, il y a ce qu'elle voyait dans les flashbacks, soit une espèce de grande tenture avec un visage du diable dessiné dessus, et on s'aperçoit qu'il y a encore vous ne rêvez pas, dans ce que j'ai pas rêvé en voyant ça, il y a encore le diable incarné dans un chacal qui regarde la scène, quoi, qui regarde l'accouchement de la mère de son fils, quoi. Donc c'est de mauvais goût, mais au possible. C'est terrible. C'est dommage parce que la scène était bonne. Je vous disais qu'il y avait une bonne ambiance, mais mettre ça, c'est effroyable. Le diable est gardé derrière un tenture, un espèce de drap, mais
Donc là, justement, celui qui a procédé à l'opération avec les nonnes, c'est le cardinal Lorenz, celui qui s'occupait depuis Margaret, qui connaissait Margaret depuis longtemps. Et là, il lui dévoile le plan. Donc je vais quand même, alors c'est pas les mots texto, mais c'est ce que j'ai ressenti un petit peu. M'en tenez par rigueur, j'ai pris quelques libertés. Alors il lui dit justement, quelle est la mère de l'antéchrist. Depuis que tu es petite, tu es destinée à ça. Je me suis occupé de toi pour ce destin et tu vas ramener les gens dans les églises en mettant au monde l'antéchrist. Et c'est en gros, il dit c'est génial, il va faire peur à tout le monde. Plus personne ne vient à cause de cette foutue laïcité, etc., etc. Donc on en est vraiment là. C'est la médiocrité théologique et idéologique à son paroxysme. C'est un plan fait par des nuls pour des nuls, quoi. C'est terrible. Donc suite à ça, on a une césarienne des familles. La scène est vraiment très bien faite. Elle est assez brutale, j'ai envie de dire. Une césarienne très artisanale, donc mise au monde de Damien. Et là, c'est la surprise. Et là, c'est le twist. Accrochez-vous. Il n'y a pas un enfant, mais il y a deux enfants. Il y a une fille et un garçon. Mais what the fuck? C'est pas possible. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Il y a des jumeaux, carrément. Donc c'est pareil, Margaret, elle arrête pas de regarder au niveau des scalpels, et puis elle regarde le cardinal Lorenz. Est-ce que je peux prendre mon enfant? Puis elle regarde les scalpels et tout ça. Et puis il y a la nonne au visage satanique qui dit oui, c'est normal qu'elle ait une relation avec son enfant. Elle lui donne le bébé dans les bras, elle chope un scalpel, elle met un grand coup de scalpel dans la gorge du cardinal Lorenz. Alors je dis pas qu'il l'a pas mérité, c'est bien fait pour sa goule au cardinal, c'est quand même un des gros salopards du film. Et elle se lève et puis elle menace de tuer l'antéchrist avec le scalpel, quoi. Alors j'ai aimé justement la scène quand la nonne supérieure là dont je vous parlais au début, qui a une tête à jouer dans un film d'Hansel et Gretel, une vraie tête de sorcière, est dans l'excitation quand elle dit ouais, c'est une fille ou c'est un garçon. Oh, il y en a deux, et c'est une fille ou c'est des filles ou des garçons. Et quand elle apprend que c'est un garçon, elle est en pleine jubilation. Là, elle ressemble à vraiment une sorcière qu'elle est, quoi. Donc Margaret a pris l'antéchrist en otage, et puis elle essaie de s'en tirer comme ça en laissant sa petite fille de côté, bien entendu. Et elle est prise à revers par la nonne qui l'a embrigadée en boîte de nuit, justement, la nonne ultra badass qui lui met un coup de scalpel dans le dos. Et la nonne en chef, la nonne au visage effroyable, satanique, récupère l'antéchrist. Donc, grièvement blessée, Margaret est au sol. Les gentilshommes et les religieux mettent le feu à la crypte. Donc, Margaret et son bébé, je précise, et son bébé, sa fille, sont cernés par les flammes. Et Margaret lève la tête. Et qu'est-ce qu'elle voit derrière la tenture, le drap avec le visage du diable? Elle voit le chacal en train de cramer. Donc, ils ont laissé même le diable cramer dans la crypte. Mais j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une portée symbolique à ça? Est-ce qu'il y a une portée théologique à ça? Quel est l'intérêt de faire un truc aussi débile? Je sais pas, et de voir en plus le chacal, mais vous imaginez à quel point, pour moi et pour plein de gens, ils ont démystifié le film de 76. Là, on prend le père Brennan et puis le père Brennan. La mère de Damien n'est pas le chacal, c'est le père de Damien qui est le chacal. Le diable, c'est le chacal. C'est son enveloppe corporelle terrestre qui est dans la tombe et tout. Mais c'est dans beaucoup de points, ce film propose l'inverse de 76. Donc il y a quand même un terrible sacrilège qui est fait au film de 76 et au roman de Selzer. C'est le comble du ridicule. Bon, Margaret est sauvée. Alors on voit les flammes, etc. Tout crame. Margaret est quand même sauvée par la gamine qui a 666 au palais, dénommée Carlita. Elle est emmenée hors de la crypte. Donc elle a sa fille entre les bras. Fille qui, je le précise, est la sœur jumelle de l'Antéchrist. Voilà, ça c'est la grande nouveauté du film. Et c'est pas pour rien justement qu'il y a une fille, à mon sens, et c'est pas pour rien non plus qu'il y a une jumelle, et c'est pas pour rien, à mon sens, qu'elles sont sauvées. Donc après, il y a une ellipse. On a tout de suite la jonction qui est faite avec le film de 76, et là, c'est bien fait. Faut vraiment reconnaître que c'est assez audacieux dans les images, dans la façon dont c'est amené. Donc on a une photo de Gregory Peck. Gregory Peck est choisi par le prêtre dont comment il s'appelle ce prêtre? Ah oui, ça me revient, c'est le père Spiletto, c'est ça. Le père Spiletto qu'on voit justement, alors c'est le prêtre qui a été brûlé dans le film de 76, qui a la moitié du visage brûlé. Donc là, on le retrouve justement, et c'est lui qui choisit justement la famille pour recueillir l'antéchrist. Donc le contexte politique est mis en place. On voit Grégory Peck de dos avec son impair, on voit sa femme à l'hôpital
qui accouche de son enfant. On voit justement l'enfant, le vrai enfant de Robert Storm qui est tué qui est tué. On voit que le bébé est mort, on le voit vivant sortir du ventre de sa mère, et on le voit mort après dans des draps, et on voit l'échange de bébés justement. Donc on voit l'antéchrist échangé et remis à la famille Storm. Donc là c'est assez bien foutu, puis j'aime bien le fait d'amener le contexte politique avec la Maison Blanche, etc., etc. Donc c'est pas trop mal. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Il y a une scène complémentaire qui était de trop, à mon sens. Donc on retrouve les trois protagonistes, les trois femmes, donc Carlita, Margaret et sa fille, la sœur de l'Antéchrist, dans une maison isolée en montagne, où elle célèbre apparemment l'anniversaire de la petite. Et devinez qui se pointe durant cette soirée inoubliable, le père Brennan, pour les mettre en garde que les religieux avaient appris qu'elles avaient survécu aux flammes, qu'elles avaient été sauvées des flammes, et les religieux souhaitent mettre la main sur la sœur de l'Antéchrist pour qu'elle ne survive pas, parce que c'est un danger pour l'Antéchrist. Alors ça c'est ma conclusion, mais nous ne sommes pas forcément dans le secret des dieux. Je pense sincèrement que la jumelle peut être néfaste pour son frère. Et la dernière déclaration de Brennan, c'est « Votre fils s'appelle Damien ». Et là c'est clap de fin. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ces récaps de films. En plus, c'est fait un petit peu à chaud, même si j'ai pris quelques heures parce que j'avais du mal à savoir où j'en étais sorti de la salle. Mais c'est quand même un triste constat de tentative de remise au goût du jour d'une franchise déjà malade. Le remake de 2006 n'avait pas réussi à la tirer de sa torpeur. Là, c'est pas le cas non plus, à mon sens. Après le massacre de la franchise Exorcist, on a le droit à une explication que nous ne voulions pas entendre sur le pourquoi du comment de la naissance de Damien, ou du moins pas du tout en cette expression. Pourtant, il y avait sûrement quelque chose à faire, ça c'est clair et net, mais franchement, c'est la mainmise, à mon sens, des producteurs qui ont complètement faussé le film, en présence d'ailleurs des David S. Goyer en tant que producteur. Je pense qu'ils voulaient satisfaire une fanbase, mais la fanbase, je pense qu'ils la comprennent plus. Ils ne comprennent plus du tout, la fanbase. Ils visent toujours à côté. Vous avez remarqué certains films, tous les films d'horreur actuels, l'Exorciste et tout, ça vise toujours à côté. Ils ne comprennent plus les gens, ils ne savent plus répondre aux desiderata des gens. Et à mon sens, même s'il y a des projections de tests, c'est trop tard. Les films sont montés, après ils sont charcutés, mais c'est toujours aussi mauvais. On se rappelle Indiana Jones 5, où la projection test, les gens avaient rigolé. Je pense qu'ils ont autant rigolé. Moi, j'ai pleuré. Indiana Jones 5, c'est fini. J'irai plus voir ce genre de film. Là, le nouveau Ghostbuster, faudra pas compter sur moi non plus. Je n'irai pas. Il y a quand même un souci profond par rapport à ça, c'est que il faut laisser nos films reposer en paix, et nos histoires aussi. Ça sert à rien de réadapter dans tous les sens. Parce que là, ils ont fait vraiment un dernier cauchemar concernant la malédiction, à mon sens. Et ils ont fait un mal fou au film original de 76. Moi, je ne tiens pas compte de la malédiction l'origine pour la franchise. Moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je l'ai vu une fois, je ne le reverrai plus. Mais les gens qui prennent ça en considération, qui actent ce film-là dans la timeline, c'est compliqué de revoir l'original de 76. Après, parce qu'ils ont tout démystifié, ils ont tout salopé, c'est du très mauvais travail. Moi, la malédiction, pour moi, c'est quoi? C'est le film de 76 et la suite Damien la malédiction 2 de 78. Ni plus ni moins. Je vous cache pas que je me suis levé ce matin avec une bonne gueule de bois. J'ai un peu les boules encore, et j'ai encore l'impression qu'on m'a cassé un jouet. Ne donnez pas d'argent à ce film-là, c'est pas la peine. Si vous voulez aller le voir au cinéma, allez-y, mais voilà, à vos risques et périls. Si jamais ça gagne trop d'argent, il pourrait avoir la mauvaise idée d'en faire une suite, et moi, je n'irai pas vous faire un retour critique par rapport à la suite, ce sera hors de question. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. À bientôt dans notre antre pour vous donner peut-être du frisson, et du frisson encore. Je vais même sûr, on vous donnera du frisson, et qui, je l'espère, cette fois-ci sera authentique. Merci beaucoup pour votre écoute. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.